Merci de votre fidélité. Il est 20h sur la télévision Futur Média. Heureuse de vous retrouver à la présentation de cette édition. C'est parti pour les titres. Éliminatoire de la CAN 2025 au Maroc. Le Sénégal défie le Malawi en ce moment même au stade Abdoulaye Wade. Les Lions vivent leur première rencontre sous la houlette de Pape Thiaw, chargé d'assurer l'intérim après l'éviction d'Aliou Cissé. Le coach, pour sa première expérience avec la tanière, a misé sur un système de jeu 4-2-3. L'affaire des 94 milliards, une des affaires politico-judiciaires les plus retentissantes que le Sénégal ait connues, atterrit au pôle financier judiciaire. Selon l'avocat d'Ousmane Sonko, accusateur et accusé dans ce dossier, des auditions sont prévues dans les prochains jours. Maître Khourey Chiba d'ajouter que tous les protagonistes dans ce dossier seront entendus et notamment son client, l'actuel chef du gouvernement Ousmane Sonko. Rebaptisé la rue des fruits, Sandiniéry subit la crise économique. Sur place, vendeurs cherchent désespérément clients. Les raisons de cette activité au ralenti dans ce journal. Et puis 600 000 cas de malvoyance recensés au Sénégal, des cas qui pourraient tripler d'ici 2050 si rien n'est fait pour enrayer le mal. Ces données font par ailleurs état de 170 000 personnes atteintes de cécité définitive. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, ce premier but du Sénégal face au Malawi. Match comptant pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc en 2025. Alors on en est à la mi-temps. Le Sénégal, vous le savez, mène 1-0. Un but marqué par Pape Gueye à la 35e minute. Et ce match, nous en reparlerons ce soir dans notre magazine Soir d'Info avec Pape Lamine Conté qui est notre invité ce soir et qui est consultant en football, un des consultants de la maison d'ailleurs. Je vous l'annonçais en titre, le pôle financier et judiciaire mis en place récemment par les autorités vient d'hériter d'une affaire qui secoue l'espace politique depuis près de 6 ans. L'affaire des 94 milliards, vous le savez, a tenu en haleine l'opinion politique publique pendant plusieurs années. Eh bien, l'affaire a atterri au pôle financier et d'après l'avocat d'Ousmane Sonko, maître Khourey Chiba, des auditions sont prévues dans les prochains jours. Le point, c'est avec Abdourahmane Diallo. Dans sa livraison du jour, le journal L'Observateur informe que le dossier de l'affaire des 94 milliards a atterri au niveau du pôle judiciaire financier. Selon le quotidien du groupe Futur Média, l'avocat d'Ousmane Sonko, maître Khourey Chiba, estime que le dossier est entre les mains du procureur et malgré les nouvelles responsabilités de son client, il est disposé à répondre à la justice. Par contre, l'avocat de Mamour Diallo, maître El Hadj Diouf, dit ne pas être au courant de la transmission du dossier au pôle judiciaire financier. L'affaire des 94 milliards concerne des terres d'une superficie de près de 255 hectares appartenant aux héritiers de famille Ndoye. Ousmane Sonko avait accusé Mamour Diallo d'avoir détourné des fonds destinés à l'indemnisation de cette famille. Le leader du PASTEF avait déposé une plainte contre Mamour Diallo, Maïssa Ndiaye, Tahirou Sarr et X pour escroquerie sur les deniers publics, faux usage de faux et concussion. Le dossier a été classé sans suite. L'Assemblée nationale aussi avait mis en place une commission d'enquête parlementaire et cette commission avait blanchi Mamour Diallo. Et nous restons avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui ce vendredi s'est prononcé sur la notation du Sénégal par l'agence Moody's. Ceci à l'occasion de la célébration des 40 ans du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon. Le chef du gouvernement s'est par ailleurs félicité du travail de transparence effectué par le gouvernement. Je vous propose de l'écouter. À la livraison du jour, le journal L'Observateur informe que le dossier... Nous avons fait récemment un exercice de vérité pour dire aux Sénégalais ce qu'il en était.
certains ont crié au loup en disant que nous aurions dû mentir au peuple sénégalais pour éviter de nuire à l'image du Sénégal. Nous ne sommes pas dans cette relation avec le peuple sénégalais. La vérité sera dite, quelles qu'en soient les conséquences, mais pas pour nuire à l'image du Sénégal, pour lancer un message très fort au peuple sénégalais. C'est que ce qui nous a conduit à ces situations, c'est qu'on a souvent voulu se cacher derrière notre petit doigt et éviter d'affronter les réalités de face. Les modèles de développement qui ont marché ailleurs et qui sont pratiquement identiques compte tenu des réalités et des spécificités socioculturelles sont les mêmes qui développeront ce pays. Et ce modèle, c'est compter d'abord sur nous-mêmes. Notre note a été très légèrement dégradée. Nous attendions beaucoup plus. Pourquoi? Parce que même sur le plan international, les partenaires ont salué l'exercice de vérité. Mais si notre note a été dégradée après, notre développement ne dépend pas du financement international. Il dépend de nous, de nos capacités à nous fixer des objectifs, à mobiliser toutes les ressources endogènes. Et Dieu sait qu'on n'en a pas mobilisé encore le 5e. Et seulement, mais alors seulement, toute aide internationale, encore que c'est rare de parler d'aide, puisque c'est souvent des dettes, viendra simplement en complément. Nous poursuivons ce journal avec les membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, qui a procédé à l'inauguration d'une nouvelle sous-station électrique d'une capacité de 30 kW à Saint-Louis, dans le quartier Pikine. C'est dans le cadre de la première phase du projet Efficacité énergétique et accès à l'énergie, un projet réalisé avec l'appui de la coopération allemande. Cette station marque une étape majeure dans la modernisation de l'infrastructure électrique de 9 villes du Sénégal, d'un coût global de 24 milliards de francs CFA. Nous écoutons le ministre Birame Souleye Diop. Il est au micro de Seynou Diop et Habib Seck. Ensemble, l'achèvement d'un projet d'envergure qui va transformer la dynamique énergétique de cette ville légendaire. C'est vrai, cette réalisation est le fruit d'un effort collectif et d'un engagement sans faille en faveur de l'amélioration de notre infrastructure énergétique. La nouvelle sous-station de 30 kW, cette infrastructure cruciale dans la transformation et la régulation de l'énergie électrique, est en effet l'aboutissement d'un projet ambitieux de restructuration et d'extension des réseaux, comme cela a été présenté tout à l'heure, de distribution dans 9 villes, y compris donc Saint-Louis, où nous nous trouvons. Important. Mais il faudrait préciser que cette réalisation matérialise ici à Saint-Louis cette vision-là de produire croissance pour les petites entreprises, mais de participer à l'ambition de réaliser l'accès universel à l'énergie. Vers un bras de fer entre commerçants et la mairie de Keur-Massar Nord, l'autorité municipale a en effet sommé des commerçants de quitter des lieux occupés illégalement, selon lui, depuis près d'une décennie. Ces derniers disent avoir versé 3 millions à la mairie pour avoir une autorisation de s'adonner à leur commerce hebdomadaire. Ils réclament le remboursement de cette somme avant de se plier à la décision de l'autorité. Le point, c'est avec Aminata Ba. C'est une arnaque, c'est une escroquerie. Ces commerçants du marché hebdomadaire de Keur-Massar Nord sont très remontés contre le maire qu'ils accusent de n'avoir pas respecté son engagement. Nous avons mis un accord de partenariat avec la mairie de Keur-Massar Nord de M. Aramassar, à travers M. Khassim Nian, son assistant. C'est lui qui nous a informés. Il nous a dit que le maire a dit, pour que le marché revienne, vous payez chaque mois 1 500 000 francs au lieu de 500 000. Les promoteurs avant payaient 500 000. Nous, on nous a proposé 1 500 000. On a consulté les commerçants, ils sont d'accord, parce qu'ils voulaient travailler. Il nous a encore reconvoqué. Nous donnons encore 1 500 000, ça fait 3 millions. À nos grands services, le maire revient. Au lieu de signer la convention qui nous a liés, il dit qu'il arrête le marché.
toutes les activités. Nos 3 millions est entré dans leurs mains. Nous trouvons ça anormal. Ces commerçants demandent alors au maire de la commune de Keur Massar Nord, Adama Sarr, de leur rembourser leur argent. S'il arrête tout, il n'a qu'à nous rembourser notre argent. Cet argent-là, c'est l'argent des gens que vous voyez ici, les pauvres gens-là. Au moins 1200 travailleurs sont impactés par la mesure prise par la municipalité de Keur Massar Nord. Toumani Camara, commerçant, s'en désole. Nous ne pouvons pas évaluer les conséquences. En plus, nous n'avons pas un site pour travailler. Depuis 2014, ces commerçants des marchés hebdomadaires de Dakar occupent les lieux tous les mercredis. Ils sollicitent l'intervention du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, pour régler ce différend qui les oppose au maire de Keur Massar Nord. Et nous restons avec ce sujet. Du côté de la mairie, le maire Adama Sarr affirme n'avoir ni demandé ni reçu une quelconque somme d'argent des commerçants visés par cette mesure de déguerpissement. Ses collaborateurs sont montés au front pour le défendre. Ils annoncent une plainte. Je vous propose d'écouter tout de suite Magnaï Meng. Il est deuxième adjoint au maire de la commune de Keur Massar Nord et nous en dit plus toujours avec Aminata Ba et Ousmane Baldé. La commune a décidé d'arrêter ce marché hebdomadaire pour les raisons suivantes. Ce sont les populations qui ont demandé d'arrêter ce marché pour des raisons de sécurité. Malheureusement, à l'absence du maire et de son secrétaire municipal qui était en mission pour la commune, on nous informe que M. Khassim Sakho a eu à discuter avec les commerçants qui lui ont remis une somme de 3 millions. Hier, j'en ai discuté avec le maire. Il m'a dit qu'il n'a jamais ordonné à M. Khassim Niang de récupérer une quelconque somme. D'après aussi les informations que j'ai eu à recueillir, je pense que la somme a été remise à M. Khassim Sakho Niang. Je pense que c'est vers la période du Mawloud. Donc des jours se sont écoulés pour que l'affaire éclate. Si aujourd'hui la commune devait négocier avec peut-être cette nouvelle équipe, je pense qu'il y a une procédure à respecter. La mairie a un compte au trésor. Ce que nous retenons, il y a une tentative de corruption orchestrée par ces derniers qui ont remis une somme à M. Khassim Sakho Niang pour qu'il puisse convaincre le maire de leur faire un contrat pour qu'ils puissent exploiter ce marché hebdomadaire de mercredi, communément appelé marché mercredi 54. La commune ne cédera pas. Le maire a déjà porté plainte contre la personne qui avait taxé de tout nom d'oiseaux au maire et son secrétaire municipal. Quant à notre agent, M. Khassim Sakho Niang, c'est un problème interne. À présent, en destination Sandiniéry, une rue de la capitale sénégalaise qui fait penser au commerce de fruits. Un commerce aujourd'hui au ralenti de la vie des vendeurs rencontrés par notre équipe de reporters. Les détails, c'est avec Mamadou Gueye et Diafaraba. Le marché Sandiniéry de Dakar. Ici, les fruits sont abondants. Seulement, le coût élevé de ces produits ralentit le business. Cette activité n'est plus ce qu'elle était, selon les vendeurs. Pour le moment, mon fruit n'est pas cher. Actuellement, les fruits sont chers. Que ce soit la pomme, la clémentine ou le raisin, tout est cher. Vous savez, la pomme, la poire ou même l'orange provient de l'Afrique du Sud. Le raisin, par contre, vient du Maroc. Mais honnêtement, tout est cher. Tous les vendeurs rencontrés reconnaissent la cherté des produits. Les causes sont multiples. Les fruits sont importés. C'est pourquoi ils sont si chers. Et nous sommes obligés d'augmenter le prix. Malgré tout cela, nous n'en tirons pas beaucoup de bénéfices. On ne peut pas tout savoir. Certains disent que c'est à cause des taxes. Mais l'hivernage aussi a un impact sur les prix. Les prix élevés font-ils fuir les acheteurs? Pour ce vendeur, l'activité est de moins en moins florissante. Les clients sont rares. Les clients ne viennent plus en masse. J'ai l'impression que maintenant les gens s'en passent du dessert. On peut rester du matin au soir sans voir un seul client. Si la consommation de fruits est recommandée pour leurs bienfaits, en acheter dépend du pouvoir d'achat des uns et des autres.
Allez, on reste sur le même registre réputé zone horticole. La zone des Niayes abrite des champs d'arachides. Nos équipes à Rufisque ont rendu visite à Ousmane Dia, cultivateur d'arachides à Déni. C'est dans la commune de Bambilor. Il espère une bonne récolte. Toutefois, il affirme que son activité est menacée par des promoteurs immobiliers qui réclament plusieurs hectares dans la zone. Le reportage est signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samba. Nous sommes bien dans la zone des Niayes et non dans le bassin arachidier. Ces cultures en maturation sont bien des arachides et non des légumes, chose rare par ces temps qui courent. Je ne peux pas vous le dire, vous avez vu. Il y a au moins 100 personnes ou 200 personnes qui sont en train de faire des arachides. Des gens qui ont fait beaucoup de variétés. Mais le ministre nous ignore, sincèrement. Et il y a que aussi l'État doit nous épauler. Si l'État nous accompagne, on peut faire beaucoup de choses. Ousmane Dia n'est pas le seul dans cette aventure. Il a le soutien de ses enfants et des saisonniers agricoles. Et les garçons, j'ai des garçons qui sont sortis à l'université. Actuellement, ils ont leur champ ici. Et ils gagnent très bien leur vie. Mais si on les arrache, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont immigrer, rentrer dans les bateaux ou faire quelque chose qui n'est pas bon. Sincèrement, nous lançons un appel solennel au président de la République de venir ici. Cependant, tous les efforts d'Ousmane risquent d'être anéantis par les pressions foncières. D'ailleurs, son champ est aujourd'hui réclamé par un promoteur immobilier qui brandit un bail. Il y a des gens qui ont 100 hectares, il y a des gens qui ont 150 hectares, il y a des gens qui ont 200 hectares dans ces sites-là. Lorsque le président arrêtait le fameux arrêt là, je croyais que Bambilor, en 1975 faisait partie, mais je n'ai pas entendu 1975. Mais ce qui se passe à Mourkat, ce qui se passe dans cette assiette de Berthe est plus dangereux, plus flagrant. D'autres qui ont tenté l'expérience ont fini par céder à la pression du béton et la zone de Bambilor continue de perdre petit à petit sa vocation agricole avec la prolifération des cités. Et pourtant, la cohabitation est possible selon des experts. Pas de souveraineté économique possible sans recherche agricole performante. Ce sont les mots du nouveau président du conseil d'administration de l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole. Mbaye Sylla Khouma compte associer cultivateurs et petits producteurs dans ce domaine. L'objectif, obtenir des résultats plus satisfaisants. Des propos tenus à l'ENSA de Thiès, et c'était dans le cadre de la célébration des 50 ans de l'ISRA. Nous l'écoutons. Il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans recherche agricole performante. Donc c'est le sens des journées que nous organisons. Ces journées, donc portes ouvertes d'aujourd'hui, demain et après-demain, viennent en droite ligne de l'atelier qui s'est tenu à Dakar la semaine dernière, où nous avons rassemblé tout le gratin de la recherche. Même les anciens chercheurs qui étaient partis à la retraite ont été réinvités pour revenir, parce qu'ils disposent de ce qu'on appelle la mémoire institutionnelle. Il y a des choses qu'en fait que vous n'apprenez pas à l'école. Ça, c'est le vécu. Et donc ces personnes étaient avec nous pendant 3 jours pour nous aider à dresser ce que j'appelle le plan Marshall, qui redonnera à l'ISRA son lustre d'antan, le lustre qu'il n'aurait jamais dû perdre. Ici maintenant, nous sommes au niveau du centre CERAS. Et le CERAS est là pourquoi? Parce que nous savons effectivement que nous sommes dans un monde où les aspects climatiques changent. Et ici, nous sommes en train de voir comment adapter la recherche aux conditions de sécheresse, sur les céréales, sur l'arachide, sur effectivement les légumineuses comme le niébé. Donc tout cela en fait c'est un continuum qui fait que les centres de recherche de l'ISRA, tout ce qui est effectivement dispositif pour que ce que les chercheurs au niveau des laboratoires, au niveau des parcelles expérimentales, puissent aller maintenant au niveau des parcelles paysannes, des petits producteurs. Et c'est là où effectivement le mot vulgarisation et encadrement, ces 2 mots sont essentiels pour que tout ce que nous trouverons dans nos centres de recherche soit disponible au niveau du monde paysan, dans les conditions de production des parcelles expérimentales, pour que ce qu'on a trouvé dans les parcelles expérimentales au niveau rendement puisse être ce qu'on trouve au niveau du monde paysan.
Et dans le cadre de la réponse à l'insécurité alimentaire, la cérémonie de lancement des transferts monétaires a eu lieu à Linguère. La ministre de la Femme et de la Solidarité nationale a annoncé que 6 140 ménages allaient bénéficier d'un montant de 130 000 francs CFA. Maïmouna Diop est au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Le projet que nous lançons aujourd'hui à Linguère n'est pas un simple programme d'assistance. En effet, les résultats issus du cadre harmonisé CH 2023 montrent que la consommation alimentaire des ménages est inquiétante pour la période octobre-novembre-décembre 2023. À travers le Fonds de solidarité nationale et avec l'appui de la Banque mondiale, différents mécanismes de réponse aux chocs sont en train d'être déroulés. Avec ce projet, 6 140 ménages vulnérables représentant 55 260 personnes bénéficieront d'un soutien financier direct sous la forme de transferts monétaires d'un montant de 135 000 francs par ménage. Ce soutien est bien plus qu'une somme d'argent. Il incarne l'engagement du gouvernement à protéger nos concitoyens des risques liés à l'insécurité alimentaire, particulièrement en cette période marquée par des défis climatiques, économiques et sanitaires de plus en plus complexes. Le montant global alloué à cette intervention dans le département de Linguère s'élève à 828 900 000 francs. Cela représente un investissement significatif dans la protection des familles les plus vulnérables, renforçant ainsi notre tissu social face aux multiples chocs auxquels elle... Et puis parlons santé à présent. Le saviez-vous, au Sénégal, le nombre de malvoyants a atteint la barre des 600 000, dont 170 000 personnes atteintes de cécité définitive. Et ce n'est pas tout. Les prévisions d'ici 2050 présagent le triple des cas recensés à ce jour, si rien n'est fait pour enrayer le mal. Les détails, c'est avec Babacar Diouf et Nongoyaye. Les estimations font frémir. Le nombre de personnes souffrant de problèmes de santé oculaire au Sénégal dépasse le demi-million. Une situation qui pourrait tripler d'ici à 2050. La santé oculaire est un problème mondial, pas seulement régional. Et l'on estime que sans action concertée, le nombre de personnes aveugles dans le monde pourrait tripler d'ici 2050. Au Sénégal, le nombre de personnes ayant besoin de soins oculaires est en pleine augmentation, avec une estimation de 600 000 malvoyants et 170 000 aveugles. Il est donc nécessaire, voire vital, de prendre des mesures afin d'éviter toute situation aggravante. Au Sénégal, la cataracte et le glaucome sont les principales causes de problèmes de santé oculaire, confesse Mamadou Faye, l'adjoint au préfet de Bambey. Cette prévalence serait constituée autour de causes dominantes que sont la cataracte, 0,31%, le trachome, 0,26%, les cécités d'origine cornéenne, 0,40%, le glaucome, 0,16%, etc. À l'instar de la Cette année, les acteurs ont choisi le district sanitaire de Bambey pour leurs activités de communication. De faire de la communication, de sensibiliser, de faire un fort plaidoyer pour un changement de comportement en vue de la population, pour un changement de comportement dans le domaine de la santé oculaire. Mais aussi c'est un fort moment de plaidoyer, de mobilisation de ressources pour le financement de la santé oculaire. À Kolda, un constat, la santé mentale de nombreux jeunes est en péril. À l'origine de cette situation malheureuse, l'usage de stupéfiants, le chômage ou encore les conséquences découlant des migrations irrégulières, une situation qui n'est pas prête de s'arranger, la région étant dépourvue d'un centre de psychiatrie pour une prise en charge correcte des victimes. Abdoulaye Diallo.
L'immigration clandestine, le chômage, l'usage de la drogue sont entre autres facteurs qui sont à l'origine du fort taux de prévalence de la maladie mentale à Kolda. Le premier facteur, la région de Kolda, c'est la première région d'immigration. Or, on sait que beaucoup d'immigrés reviennent malades, ils ne réussissent pas là-bas et tombent dans la psychose. Ici, dans la région de Kolda aussi, beaucoup de jeunes ne travaillent pas parce que pas beaucoup d'usines, ce qui fait que l'oisiveté gagne du terrain. Dans la région de Kolda aussi, c'est vraiment la route des drogues. Donc, on a noté une forte proportion de jeunes qui s'adonnent à la drogue. Donc, c'est pas étonnant qu'on voit beaucoup de malades mentaux errer dans les rues de Kolda. Et ça, c'est dû à ces différents facteurs que nous venons d'énumérer. Malgré cela, Kolda est une des régions du pays où l'on ne trouve point l'ombre d'un centre psychiatrique. C'est vraiment très dur parce qu'on peut facilement traiter un malade mental. Mais certains malades mentaux nécessitent des doses élevées. Et pour donner des doses élevées, il faut savoir où les hospitaliser et les surveiller nuit et jour. On voit les malades mentaux errer, mais on ne voit pas les malades qui sont attachés dans les maisons ou dans d'autres endroits. Vraiment, Kolda vit une situation triste en ce qui concerne la santé mentale. Ils saisissent l'occasion qui les a été offerte par la célébration de la Journée internationale de la santé mentale pour lancer une énième fois ce cri de cœur. Notre appel, c'est demander aux nouvelles autorités la construction et l'équipement d'un centre psychiatrique ici à Kolda. Mais aussi, c'est accompagner la population, certains facteurs qui sont là, à ce qu'ils disparaissent. La diminution de la drogue, le chômage des jeunes, construire des usines, aider aux jeunes à travailler. Cette absence de centre psychiatrique fait que les malades mentaux de Kolda sont généralement évacués sur Ziguinchor, à Dakar ou ailleurs pour des soins médicaux. Allez, c'est parti pour la page des sports à présent pour parler de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions basket féminin. La ville de Dakar, dans une dynamique de remporter le trophée, ne ménage aucun effort. L'équipe bénéficie pour cela d'un renfort de taille. Il s'agit de la contribution de la mairie de Dakar qui s'est investie dans l'organisation, une organisation qui, pour elle, va justement servir de test pour mieux aborder les Jeux Olympiques de la jeunesse prévus en 2026. Le compte-rendu est signé Pape Faraning. 25 ans après le dernier sacre d'un club sénégalais à la Coupe d'Afrique des clubs champions féminins, l'AS Ville de Dakar est prête pour relever le défi de l'organisation pour la 28e édition à Dakar. Aujourd'hui, nous savons les tâches qui nous attendent parce que d'abord, il faut qu'on gagne ce pari de l'organisation. Je pense que ça fait plus de 25 ans que le Sénégal n'a pas organisé cette compétition. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer à l'Afrique qu'on est toujours capable d'organiser et que, Inch'Allah, ce défi-là sera relevé. L'organisation d'une compétition ne garantit pas la victoire. Nous le savons tous. Et aujourd'hui, si vous faites l'historique de l'organisation, aussi bien des Coupes d'Afrique des Nations que des Coupes d'Afrique des clubs, rares sont les clubs qui organisent, qui gagnent. Donc il faut de la mobilisation de tout le monde. Une bonne mobilisation pour une bonne organisation d'abord, mais surtout pour une bonne participation. Aujourd'hui, l'AS Ville de Dakar ne représente plus la ville de Dakar seulement. Elle représente le Sénégal. Donc j'appelle tout le monde. Une organisation qui nécessite des centaines de millions. Toutefois, la ville de Dakar rassure sur ce domaine. Elle estime que ce tournoi est une répétition avant les JOJ de 2026. On ne peut pas dire que c'est un budget bouclé, c'est un budget prévisionnel qui va se calculer sur une centaine de millions, mais ce qui est sûr et certain, avec l'appui de nos partenaires, comme je l'ai dit, on va de façon, on n'a pas de problème pour quand même boucler ce budget. Nous nous engageons à garantir un accueil chaleureux et une logistique irréprochable pour les clubs, officiels et supporters venant de toute l'Afrique. Des mesures spéciales seront mises en place pour faciliter les déplacements, l'hébergement et assurer la sécurité de tous les participants. Sur le plan sportif, après un grand chelem au Sénégal, l'équipe a pour objectif de gagner le titre continental. Elle a enrôlé de nouvelles recrues de taille. Nous avons commencé à travailler là-dessus depuis un mois, sinon même plus. Commencé par la petite Amina de GBA, Amina Ndong, vraiment une très bonne joueuse, prometteuse. Après, il y a Fatou Diagne qui va nous rejoindre pendant le regroupement. Andrea Wonakez, une autre joueuse qui joue aux États-Unis, qui va nous rejoindre. Nous sommes encore sur 2 pistes maintenant à finaliser dans les prochaines heures.
Du 6 au 15 décembre 2024 à Dakar Arena de Diamniadio, la capitale va abriter la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball féminin pour maximiser nos chances de remporter le trophée après Bob et Dakar Université Club. Allez, on quitte le basket pour parler de football. Je veux l'annoncer à l'entame de cette édition. Vous le savez, vous le suivez, j'imagine, ce match qui oppose le Sénégal au Malawi. Et ce deuxième but que l'on vient d'apprendre, donc marqué par Sadio Mané pour la deuxième mi-temps. Un match dont nous allons d'ailleurs parler tout de suite dans Soir d'Info. C'est la fin de cette édition, mais restez avec nous. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Et comme je vous l'ai dit tout de suite, analyse du match, c'est avec notre consultant maison et c'est tout de suite dans Soir d'Info. À tout de suite. Bonsoir et re-bienvenue. Soir d'Info qui reçoit donc Pape Lamine Conté, consultant football maison. On va dire bonsoir Lamine. Bonsoir Sarah. C'est un plaisir de te recevoir avec nous sur ce plateau pour naturellement parler de ce match comptant pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations qui doit se dérouler au Maroc en 2025. Un match donc entre le Sénégal et le Malawi. Le Sénégal qui a marqué un but avec Pape Gueye à la première mi-temps, à la 35e minute, qui vient de marquer un deuxième but, cette fois-ci avec Sadio Mané en début de deuxième mi-temps. On va dire l'analyse du match depuis qu'il a été entamé par cette équipe sous la houlette de Pape Thiaw, dont je rappelle qu'il s'agit là du premier match en tant qu'intérimaire auprès de la Tanière. Oui, d'emblée, nous avons constaté un changement que tout le monde attendait. Le système qu'il a complètement changé. Pape Thiaw, fidèle à sa philosophie, il a toujours joué en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Aujourd'hui, il a mené un 4-2-3-1 avec de réelles options offensives par rapport au profil qu'il a mis sur le terrain. Donc, le match se déroule. Nous avons des attentes. L'équipe mène au score. L'équipe adverse joue à 10. J'avoue que personnellement, je m'attends. Parce qu'ils ont pris un carton rouge. Ils ont pris un carton rouge, le gardien l'a vu. Donc, je m'attends à ce que d'ici la fin du match, quand même, le score évolue davantage parce que nous pensons aux Burkinabés qui cartonnent, qui ont gagné hier 5-1 et qui gardent la première place. Il faut que nous ayons ça en tête dans ce groupe-là. C'est le Burkina de l'adversaire majeur. Donc, on attend la fin du match. Que nous allons croiser. Que nous allons croiser en match. Alors, en conférence d'avant-match, vous l'avez dit, aujourd'hui, Pape Thiaw a misé sur un 4-2-3-1, autant pour moi. En conférence d'avant-match, il avait opté pour ne pas vraiment parler de son système de jeu. Il a opté pour le suspense. Aujourd'hui, il a dévoilé son système, un 4-2-3-1. Il est pour le moment là pour assurer, il faut le rappeler, l'intérim sur 2 matchs. Est-ce que ce nouveau système de jeu, selon vous, donc sur lequel il a misé, est de nature à lui garantir, parce qu'on sait aussi qu'il fait partie des potentiels remplaçants d'Aliou Cissé, est-ce que ce nouveau système de jeu assez offensif qu'il a déployé aujourd'hui serait de nature à lui garantir une place de coach de l'équipe nationale? La place de coach, c'est un autre débat. Par contre, déjà, il faut qu'il marque son territoire, Pape Thiaw. Il ne faut pas qu'il soit dans la continuité parce qu'on n'était pas dans le bon tempo depuis un certain temps. Depuis Abidjan, on n'est plus dans le bon tempo. Et cela serait dû à quoi, selon vous? Cette perte de vitesse de l'équipe nationale, c'est par rapport peut-être à des choix incohérents ou par peut-être un entêtement sur des profils. Priorité au direct, on vient de nous annoncer qu'un 3e but, le but que vous souhaitiez, vient d'être inscrit par Boulaïdja. Oui, parce que juste avant que je n'arrive, il y avait également des changements qui étaient opérés. Donc, on s'attend vraiment à ce que le score soit évolue parce que le Malawi en face du Sénégal se présente assez faible et diminué. Et c'est tout à fait dans nos cordes que... Donc, pour en revenir sur le
je disais que Pape Thiaw devait marquer son territoire, parce que c'est un intérim qu'il assure, mais ce n'est pas un intérim pour attendre que celui-là qui est parti revienne. C'est un intérim parce que l'autre est parti, il faut gérer ces deux matchs-là, mais c'est un potentiel candidat pour prendre peut-être la place d'Aliou ou comme tout autre candidat. Donc il a besoin de marquer son territoire, et déjà, moi je suis heureux de voir cette rupture sur le plan des choix tactiques. Donc il a choisi de revenir à une défense à 4, de recompartimenter le terrain en mettant des joueurs techniques, beaucoup plus techniques, à un potentiel offensif réel. Quand vous mettez Iliman Ndiaye, Lamine Camara, Sadio Mané dans la deuxième ligne du milieu de terrain, c'est parce que vous avez des ambitions offensives. Donc ça, c'était déjà ça. Maintenant, entre le système et l'animation et ce qui se produit, il y a à boire et à manger. Donc le match se déroule, il a fait un pas en prenant ses responsabilités, parce que ce n'est pas lui qui a fait la liste, c'est la liste d'Aliou, mais il fait avec ce qu'il a, avec l'héritage, avec le lec qu'il a. Et que pensez-vous justement de la liste de l'équipe, tout simplement, telle qu'elle est constituée actuellement? Fondamentalement, je pense qu'après ces deux matchs-là, quel que soit l'entraîneur qui va arriver, des changements seront opérés. Les changements seront opérés déjà par rapport aux choix tactiques, ensuite par rapport à certains profils. Parce que depuis un certain moment, derrière, on souffre de l'absence d'arrière latéraux réels. Jacobs, bon an mal an, fait le job à gauche. Par contre, à droite, c'est le désert. Je suis désolé, mais on n'a pas encore trouvé à droite un arrière latéral, la personne qu'il nous faut. Donc, il faut aller chercher les profils dédiés pour jouer un système peut-être, parce que c'est des soucis d'équilibre aussi, le système de jeu. Alors donc, cette équipe-là aujourd'hui, par exemple, en venant, j'avais en tête, mais c'est pas possible qu'on joue contre un Malawi qui est incapable de faire 2 passes, 3 passes successives, qui joue à 10, et on continue d'être à 4 derrière, sans varier, sans créer une pression soutenue, créer la supériorité et garder le ballon suffisamment dynamique dans la zone adverse et marquer des buts. J'espère que c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'on attend. Donc les profils, il faut oser. Il faut oser aller vers des changements dynamiques qui permettent à l'équipe nationale de se réinventer et de rester dans la dynamique du succès que nous avions connu. Est-ce que vous pensez, je vais préciser un peu plus la question, est-ce que vous pensez que l'équipe telle qu'elle est constituée aujourd'hui fait bien le boulot et qu'il faut juste peut-être miser sur un nouveau système de jeu, ou est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à apporter un peu de sang neuf à cette équipe aussi? Oui, l'équipe a besoin de sang neuf. Le système en tant que tel, les entraîneurs ont leur choix et leur philosophie. Mais c'est surtout la cohérence dans le choix des profils pour l'animation de ces systèmes-là. Donc dans les profils, c'est là où peut-être on a eu à critiquer l'ancien sélectionneur, où il avait choisi un système qui peut être structurant, mais malheureusement les profils ne répondaient pas. Et il a persisté, ça nous a valu beaucoup d'inquiétudes, et donc ce qui s'est passé, c'est passé. Donc aujourd'hui, par rapport à cette liste-là, on ne peut pas juger Pape Thiaw parce que c'est une liste, il a été de cette liste-là, bien entendu il était adjoint, j'imagine qu'il a été avec Aliou en concorde à cette liste-là, même s'il n'était pas totalement d'accord avec lui. Est-ce que vous pensez qu'on aura le temps de le juger tout simplement? Non, sur les 2 matchs, non. Est intérimaire et que sur 2 matchs. Sur les 2 matchs, ce sera difficile de le juger, parce que c'est le même groupe qui va faire les 2 matchs. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de voir, il propose autre chose. Il a proposé carrément autre chose. Donc au milieu de terrain, nous avons des profils qui peuvent développer un football avec un fond réel de jeu. Ce qui ne s'est pas produit aujourd'hui quand même. Il faut l'avouer. Il faut s'attendre à beaucoup plus d'intensité. Et le 4e but est arrivé. Donc les changements sont des changements dynamiques. C'est dommage que je ne vois pas le match à ce moment-là. Le 4e but est arrivé, marqué par Jackson. Voilà, ça, mais non, je vais vous libérer comme ça. Vous m'en voudrez pas. Non, je ne vous en veux pas. Je vais le revoir en différé. D'avoir raté. Je vais le revoir en différé. Non, je rigole. On va juste venir. On a quasiment fait le tour, en tout cas pour le temps qui nous était imparti. On peut revenir un peu sur ce départ assez polémique d'Aliou Cissé, avec des observateurs qui ont déploré la manière cavalière dont il avait été démis de ses fonctions. Est-ce que vous pensez que cette polémique est légitime et doit être entretenue? Mais nous sommes au Sénégal. Des gens ont tout le temps crié il faut qu'il parte, il faut qu'il parte.
Maintenant qu'il est parti, on dit oui, bon, non, il ne fallait pas qu'il parte ainsi. Moi, je pense que nous avons raté, nous, c'est les pouvoirs publics, ou bien les délégataires de pouvoir du sport, ont raté les occasions pour faire à Aliou un bon départ. Aliou lui-même, il aurait dû peut-être partir de lui-même, prendre l'initiative d'aller faire autre chose, de se renouveler et peut-être même de revenir. C'est un jeune entraîneur. Donc, depuis l'échec de Qatar, on aurait pu voir venir qu'il y avait, on avait cette sensation de saturation, d'obsolescence du discours, d'entêtement incompris. Et donc, il y avait des motifs pour demander à lui de partir. Maintenant, il est parti sur une... C'est la fin d'un contrat. On n'a pas renouvelé. Il n'a pas été limogé. C'est une fin de contrat. Les gens n'ont pas renouvelé. Donc, moi, je trouve que c'est vrai qu'Aliou, c'est lui qui a gagné la Coupe d'Afrique. Mais il faut bien que quelqu'un gagne la Coupe d'Afrique pour le Sénégal. Par bonheur, c'est lui, Aliou. Autant c'est une légende. Aujourd'hui, il est devenu une légende. Bien sûr, il est resté une légende parce qu'il a joué avec la meilleure équipe du Sénégal. Jamais le premier à l'avoir fait. Oui, à jamais le premier à l'avoir fait. Donc, dans l'histoire du football du Sénégal, à jamais Aliou Souris sera quand même respecté et honoré. Par contre, le métier d'entraîneur obéit à des réalités aussi. Ça ne marchait plus. On voyait venir. Il a récolté les fruits peut-être de son entêtement parce que c'était carrément plus ça. Carrément plus ça. Donc moi je me fais pas de soucis parce que nous tous nous avions dit que Aliou devait partir depuis longtemps et sortir peut-être par la grande porte. Mais il n'a pas... profil pour vous parmi ceux qui veulent lui succéder? Les profils sont nombreux. Qui vous parle en tout cas? Vous savez, souvent les gens disent oui. Il faut quelqu'un qui ait de l'expérience. D'autres disent non, il faut chercher quelqu'un qui est du Sera, il faut aller chercher un autre ailleurs. Augustin a dit on cherchera un Sénégalais. Donc aujourd'hui, ça va tourner autour des Sénégalais très compétents qui sont là, qui ont fait leurs preuves, et qui sont de jeunes entraîneurs qui n'ont rien à envier aux autres entraîneurs. Ils font légion aujourd'hui. Donc je ne passe... Même Pape Thiaw, c'est un profil intéressant. C'est un profil intéressant. Donc, en tout cas, merci Lamine. Un match donc, dans lequel le Sénégal a inscrit jusque-là. C'est heureux que Jackson ait marqué parce que ça, nous l'avons tous souhaité. Ça va, il va décoller. C'est un produit pur, un avenir réel. Pour notre football. Il faut qu'on continue à l'encadrer, à l'encourager. Il va nous valoir beaucoup de satisfaction, Inch'Allah. Alors, donc, merci d'avoir été notre invité dans Soir d'Info. Le match, vous le savez, il oppose le Sénégal au Malawi. Le Sénégal a inscrit 4 buts avec d'abord Pape Gueye, Sadio Mané, Boulaye Dia et enfin Jackson. Et on espère un 5e but. Oui, pourquoi pas, oui, 5e, 6e but. Il faut mettre le maximum. La fin du match, c'est tout à fait possible. Ils vont abdiquer, ils vont plus tenir. On croise nos doigts. Toujours derrière les Lions, toujours derrière l'équipe nationale. Excellente suite de programme en notre compagnie. Excellente soirée et bon début de week-end à toutes et à tous.